Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 31 août au 7 septembre 2023, la troisième phase de la deuxième lune d'été nord-hiver-sud. C'est donc de la pleine lune le 31 août à 3 heures et des poussières, à 3h35 exactement, jusqu'au dernier quartier, le jeudi 7 à 0h20 en heure légale, ce qui nous fait le mercredi 6 à 22h20 en temps universel. Donc je suis allé jusqu'au 7 dans la présentation de ce bulletin. Alors, on va faire comme d'habitude, d'abord un petit, une petite récap des événements chronologiques, mais pour pas tout se mélanger, nous allons commencer par la Lune. Donc, la lune, qui est pleine le jeudi 31 août à 3h35. Donc la nuit de la pleine lune, c'est la nuit du 30 au 31 août avec une, super lune puisqu'elle est tout près de son périgée, qui a lieu le 30 août, juste avant, et donc elle est de son diamètre apparent est particulièrement gros. Évidemment, il faut le comparer avec son diamètre apparent minimal, sinon quand vous la voyez comme ça dans le ciel, vous ne pouvez pas estimer vraiment la différence. Et donc en plus, c'est la deuxième pleine lune du mois, ce qui fait qu'on l'appelle de manière un peu fausse, une lune bleue, et donc c'est pour ça, si vous voyez vous entendez l'expression «la super lune bleue du mois d'août», c'est parce qu'il y a déjà eu une pleine lune le 1er août et une deuxième le 31, ce qui fait qu'elle récolte l'appellation bleue, ce qui normalement, s'attribue à une quatrième pleine lune dans une saison, mais pas, que ça se produit sur un mois, c'est rajouté, et super donc puisqu'elle est à son périgée, donc au plus près de la Terre. Ensuite, le vendredi 1er, elle est conjointe à Neptune à 10h13, donc plus de 24 heures après. Et puis, dans la foulée, elle entre dans le signe du Bélier à 15h57. Elle monte en latitude et donc passe à son nœud ascendant. Elle était en latitude sud, elle passe en latitude nord le dimanche 3 à 9h45. Et elle entre ensuite dans le signe du Taureau dimanche 3 à 17h33. Elle est conjointe à Jupiter lundi 4 à 20h05, donc la nuit du 4 au 5. Nous allons voir Jupiter et la Lune côte à côte, ce sera remarquable. Et puis ensuite à Uranus, qui n'est pas loin de Jupiter, mardi 5 à 9h27. Là, évidemment, Uranus n'est pas visible à l'œil nu, mais tout un tas de circonstances peuvent nous aider à la repérer et ensuite à l'observer au télescope. La Lune entra ensuite dans le signe des Gémeaux, mardi 5 à 22h42, et donc dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux, ceci en raison de la précession des équinoxes. Ensuite, elle est conjointe à... et alors, il y a même une occultation des Pléiades par la Lune pour l'extrême sud atlantique et une partie de l'Antarctique. Ah non, c'est pour le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est loin pour nous. Et j'ai d'ailleurs oublié de signaler qu'avec Neptune, il y a également une occultation. Et là, il y a une série d'occultations chaque fois que la Lune va être conjointe à Neptune jusqu'en février 2025, je crois. Il se produira une occultation. Donc là, c'est pour le sud Atlantique. Ça va sans doute ensuite remonter. Et on va avoir donc une série d'occultations de Neptune par la Lune due à la position en latitude de la Lune. Et donc également, le mardi 5, la Lune occulte les Pléiades pour une zone au sud de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, la Lune est conjointe à Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau, mais elle passe très au nord de l'étoile, car elle est toujours, en ce moment, à chaque passage, elle est un petit peu plus haut en latitude. Et puis, nous arrivons au dernier quartier, jeudi 7, donc à 0h20, ou alors mercredi 6 à 22h20 en temps universel.
Et donc la Lune est devant la constellation du Taureau, le Soleil toujours celle du Lion, et ça se produit dans le 14e degré du signe des Gémeaux pour la Lune et du signe de la Vierge pour le Soleil. Alors ça, c'est pour la Lune. Donc elle monte en latitude, elle monte aussi d'ailleurs en déclinaison. On va la voir sortir des limites zodiacales nord la semaine prochaine. Et alors du côté des planètes, il se passe pas mal de choses aussi, vous allez voir. Donc Mercure d'abord, puis je commence par elle, puisque ça commence par elle, qui atteint sa latitude minimale, donc au sud, 7 degrés en dessous du plan de l'écliptique en héliocentrique, donc c'est le 31, alors qu'elle l'a atteinte le 30 en géocentrique. Donc elle va remonter Mercure en latitude désormais, ce qui va la rendre observable une très bonne fenêtre d'observation de Mercure s'annonce à deuxième quinzaine de septembre, donc dans le ciel du matin, puisqu'elle a passé sa conjonction supérieure. Non, qu'elle la passe cette semaine. Voilà, on y vient. Donc Mercure, ensuite en héliocentrique, elle rentre dans le signe des Poissons dimanche 3 à 6h22. En géocentrique, ce même jour à 17h12, dimanche 3, donc elle est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, c'est-à-dire que ceci est lié à sa conjonction au Soleil qui se produit 3 jours plus tard. Ensuite, en héliocentrique, lundi 4, elle est conjointe à Saturne dans le signe des Poissons, 4e degré, donc je continue avec Mercure, puis elle est conjointe à la Terre. Non, c'est mercredi 6, hein, c'est juste en même temps. Et petite erreur sur le document, mercredi 6 à 13h02, Mercure conjoint Terre en héliocentrique. C'est donc une conjonction inférieure de Mercure en géocentrique qui se produit à 13h09, donc un alignement Soleil-Mercure-Terre ou Terre-Mercure-Soleil. Donc Mercure est devant le Soleil pour nous, à 3 degrés 46 minutes en dessous du plan de l'écliptique. Elle ne passe pas devant le Soleil. Ensuite, Mercure, voilà les événements pour Mercure. Et pour finir, Mercure qui est donc en latitude sud, comme on vient de le dire, quoi qu'elle remonte, passe un peu devant la constellation du Sextant, donc du 6 au 12 septembre, où elle reviendra devant le Lion. C'est juste dû aux limites arbitraires des constellations. Et voilà, donc le Sextant n'est pas une constellation que traverse le Soleil, mais les planètes et la Lune peuvent s'y trouver quand elles sont en dessous de l'écliptique, plus exactement. Bon, alors ça c'est pour Mercure. Mercure qui est rétrograde d'ailleurs, il faut s'en souvenir, jusqu'au 15 septembre, je crois bien. Et puis nous avons aussi Jupiter et Vénus qui vont nous faire un petit balai. Donc ça commence vendredi 1er septembre. Jupiter atteint sa déclinaison nord, enfin sa déclinaison maximale, c'est au nord, à 15 degrés 8 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Et ensuite, elle va redescendre, c'est dû à sa rétrogradation qu'elle entame lundi 4 septembre. Ensuite, ce lundi 4 septembre, justement, nous avons Vénus qui est stationnaire et reprend son mouvement direct. Elle était rétrograde depuis le 25 juillet. Elle reprend donc son mouvement direct dans le 13e degré du signe du Lion. Elle est devant la constellation du Cancer. Et elle va, c'est 2 mars 2025, décidément, il y a des erreurs, reprendre son mouvement. Elle va être directe jusqu'au 2 mars 2025, va faire un tour de zodiaque complet et se retrouvera devant le 11e degré du signe de Bélier pour sa prochaine rétrogradation en 2025 donc. Et puis alors Vénus redevient direct, son mouvement redevient direct, et ce même jour, à 15h20, c'est celui de Jupiter qui devient rétrograde. Et Jupiter est donc rétrograde jusqu'au 1er décembre. Elle reviendra jusqu'au 6e degré du signe du Taureau. Elle est actuellement dans le 16e. Ensuite, en héliocentrique, Vénus est conjointe à Neptune dans le signe des Poissons, donc 26e degré. Et ensuite, elle entre dans le signe du Bélier le jeudi 7 à 16h13. Voilà pour les news planétaires. Je rappelle que la semaine dernière, Saturne était à l'opposition du Soleil et que
le 17 septembre ou le 19, c'est le tour de Neptune d'être à l'opposition du Soleil. Quelques autres détails. La petite planète Flora qu'on peut essayer de repérer, pas très difficile, à côté d'une jolie petite nébuleuse planétaire, qui était à l'opposition du Soleil le 27 août et donc qui est au périgée et de magnitude 8,5, c'est équivalent à celle de Neptune, donc observable, si ça vous amuse d'essayer de dénicher des astéroïdes. Donc Mercure, alors les planètes, Mercure fait son petit passage devant le sextant, Mars on ne la voit plus, Saturne est en pleine gloire, Neptune, Jupiter et Uranus, c'est pas mal non plus, et Vénus, dans le ciel du matin, escalade le ciel de matin en matin et se lève déjà 2 heures avant le Soleil le 6 septembre, le 7 septembre. Et puis, comme Jupiter se montre de mieux en mieux, nous pouvons de mieux en mieux apprécier les phénomènes de ces satellites que je vous répertorie pour la semaine sur la fiche résumée. Et puis, des étoiles filantes. Alors, on a le maximum des Origides, le 1er septembre. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait des étoiles filantes. De la constellation du Cocher, donc il y a les états Éridanides, les Iota Aquarides Nord et les Epsilon Perséides de septembre, deuxième essaim de la constellation de Persée, qui fait qu'il y a toujours des étoiles filantes dans le ciel. Et pour finir, eh bien, nous avons Régulus qui sort du champ du coronographe Lascaux C3 le 31 août. Donc, elle va réapparaître dans le ciel du matin, l'étoile, et Mercure qui fait un passage, qui traverse le champ du coronographe, donc du 3 au 10 septembre, puisqu'elle est en conjonction inférieure, donc le 6. L'équation de temps est nulle le 1er septembre, donc elle va de son maximum le 26 juillet, deuxième maximum positif de l'année, à son minimum le 2 novembre. Donc, et elle est nulle, donc ça veut dire que le midi vrai a lieu au midi moyen de votre méridien. Par exemple, sur le méridien de Paris, c'est 1h51, c'est 9 minutes avant le midi. Donc, et comme on a midi à 14h, ça fait 1h51. Et l'étoile Faux-Maillot, alpha du poisson austral, qui se trouve juste en dessous de Saturne dans le ciel, passe au méridien à la minuit, le 6 septembre, comme chaque année, avec un tout petit décalage qui fait que ça avance au bout de quelques années, qui est dû à la précession des équinoxes. Et bien maintenant, allons voir sur Stellarium ce qui se passe cette semaine. Et donc, la semaine commence avec la pleine lune, une magnifique pleine lune, donc conjointe à Saturne, que nous voyons se lever. Ah, attendez, est-ce que j'ai bien partagé l'écran? Je crains que non. Alors, il n'est pas trop tard. C'est ça, quand je suis toute seule, j'ai pas mes collègues là. Ouais, ils sont, et j'ai partagé l'écran. Alors, vous n'avez pas vu l'affiche. J'espère que mes propos vous ont suffi. Nous y allons. Je serai un peu courte pour recommencer. Et donc, j'espère que là, ce coup-ci, vous voyez bien Stellarium, c'est le plus important. Et donc, nous allons assister au lever de la Lune le 30 au soir, donc le mercredi 30 au soir, 10 minutes à peu près après le coucher du Soleil. Donc, la Lune se lève à l'est-sud-est, tandis que le Soleil se couche à l'ouest-nord-ouest. Et la Lune est juste chapeautée de Saturne à son lever. Donc, il faut attendre 1 heure plus tard. On voit mieux Saturne. Et il y a quelques étoiles filantes. Anti-Hélion, c'est le point opposé au Soleil. Et les Iota Aquarides Nord qui apparaissent donc avec la constellation du Verseau. Donc, notre belle pleine lune, on l'a fait la semaine dernière, traverse le ciel. Elle culmine au milieu de la nuit, un petit peu plus haut que la précédente, puisque là, elle est donc devant la constellation du Verseau, qui passe un peu plus haut, qui culmine un peu plus haut que celle du Capricorne, qui elle-même culmine un petit peu plus haut que celle du Sagittaire. Et ensuite, elle va se coucher. Voilà, vous voyez Saturne à côté, elle avance par rapport à Saturne. Au cours de la nuit, ça peut se remarquer. Et donc, elle va se coucher, il fait déjà jour. Et de jour en jour, elle va se coucher de plus en plus tard dans la matinée.
et se lever de plus en plus tard en début de nuit. Donc rendons-nous, eh bien, on va vite fait passer la journée. Rendons-nous au coucher du soleil le lendemain et attendons le lever de la lune. Alors, on va d'abord regarder le ciel puisque il est 22 heures et si nous nous tournons vers le nord, on guettera les levées de la lune après puisqu'elle va nous dégager le ciel de début de nuit de soir en soir. Donc, si nous tournons vers le nord, nous voyons la grande casserole qui descend au nord-ouest. Nous voyons le dragon qui est très haut dans le ciel. J'affiche la grille zénitale. Et Vega qui est vraiment pratiquement au zénith, 85 degrés de hauteur. C'est vraiment au plafond. Donc à côté, on a le losange que forme la tête du dragon avec le point d'Hercule ici. Et donc ici, Hercule, tout ça est très haut. Et aussi le cygne très très haut avec l'étoile d'Éneb qui frôle également le zénith. Attends, il est là. D'Éneb. Vega, Deneb et Altaïr qui se trouvent encore du côté de l'Est. C'est le grand triangle de l'été. En début de nuit, est très haut et Vega est passé déjà à sa culmination. Donc voilà, du côté du nord, au nord-est, il y a Persée qui s'élève sous Cassiopée et Céphée. Du côté de l'est, nous avons donc Pégase et Andromède. Sud-est, c'est le Verseau. En dessous Pégase, il y a les poissons qui s'élèvent avec Neptune qui se trouve ici. Donc, on attendra un petit peu plus. Puis, vous voyez, la nuit du 31 août au 1er septembre, la Lune est conjointe à Neptune. Donc, ce n'est pas le moment de trouver Neptune à côté d'une brillante pleine Lune. Et au sud-est, donc, nous avons Saturne qui se lève maintenant un petit peu avant le coucher du Soleil, bien sûr de plus en plus tôt. Elle gagne toujours une demi-heure par semaine à peu près, et donc elle culmine un petit peu avant le milieu de la nuit et se couche un petit peu avant le lever du Soleil. Elle est en pleine gloire d'observation, donc puisque c'est facile du coup, en début de nuit de l'observer. Donc Saturne devant la constellation du Verseau. Et un petit peu plus tard, alors si je prends une heure de plus, on va voir en dessous, faux maillot du poisson austral, ici, qui est juste sous Saturne. C'est une étoile assez brillante, quoiqu'elle ne s'élève qu'à 15 degrés à sa culmination. Là, elle se lève juste, 22 heures. 23 heures, elle se lève. Et donc, vers le sud, nous avons le Sagittaire qui est déjà passé à sa culmination et le Scorpion, Antares, ici Antares, qui se couche déjà à 23 heures. Donc au sud passe Altaïr de l'Aigle à une 57 degrés de hauteur. Là, donc le grand triangle, 23 heures, voilà, il coiffe. Vega est à l'ouest, du côté de l'ouest encore. Deneb est encore du côté de l'est. Et Altaïr passe au sud. Nous avons notre grand triangle qui fait une pointe vers le sud. Et du côté de l'ouest, donc, disparaît Ophiuchus, le serpentaire, et Arcturus du Bouvier, qui s'incline dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Voici donc notre ciel de début de nuit. Alors, on va regarder un petit peu plus. Minuit vrai. Que se passe-t-il aux alentours de 2 heures du matin? Où en sommes-nous? Donc, à minuit, au nord, la grande ours rase l'horizon et s'apprête à remonter, tandis que Céphée culmine, Céphée et Cassiopée sont au plus haut. La constellation du lézard, petit lézard, frôle le zénith, entouré par donc le cygne, Céphée, Cassiopée, Andromède et Pégase. Donc c'est assez splendide, Persée de ce côté, ça s'est élevé. Au nord-est, il y a la très brillante Capella qui ne se couche pas à la latitude de Paris et qui, à la nôtre, passe 4-5 degrés en dessous de l'horizon, donc se relève nord-nord-est et brille fortement très vite. Ici, nous avons Aldébaran du Taureau et puis Jupiter qui se lève vers 23 heures maintenant et qui est immanquable, bien sûr, la très brillante Jupiter, tout près des Pléiades qui sont ici. Voilà, je grossis sur les Pléiades. Voilà. Et donc, à mi-chemin entre
Jupiter et les Pléiades, qu'on voit facilement, sauf s'il y a la Lune qui nous éblouit, eh bien, nous avons la planète Uranus qui mérite d'être observée. Et voilà, qu'il va falloir d'abord chercher aux Pléiades, mais alors la zone est facile à situer, puisque vous voyez, est pratiquement à mi-chemin entre les Pléiades et Jupiter, sous 2 étoiles de la constellation du Bélier, Botань et Albutane, voilà, qui sont relativement repérables. Et puis, voilà, la constellation de la Baleine, les Poissons, la Baleine, le terrible monstre marin, qui s'élève donc sous Andromède, qui menace dans la légende de la dévorer. Heureusement que Persée va l'arrêter avec l'œil magique de la Gorgone. Ça y est, bon. Bah, vous me mettrez en commentaire le nom de la Gorgone. Des fois, j'ai des trous. Et au sud, nous tournons au sud, et là, nous voyons passer au milieu de la nuit, donc faux maillot du Poisson austral, pas loin de Saturne. Et puis, bon, bah, là, c'est la nuit du 31 août au 1er septembre, et donc il y a la Lune qui est juste à côté de Neptune qu'on cherchera un autre jour, parce que là, on risque pas de l'avoir. Et du côté de l'ouest, donc, ben, s'en va le Capricorne, s'en va l'Aigle, Altaïr, s'en va Hercule, et même Vega, voilà, notre grand triangle de l'été, s'incline à l'ouest au milieu de la nuit. Il nous reste à guetter du côté de l'Est, un peu plus tard dans la nuit, l'apparition de Vénus, évidemment, des autres constellations qui se lèvent toujours en milieu de nuit. Alors d'abord, au nord, 3 heures du matin, 4 heures du matin, vous regardez la Grande Ourse qui s'élève, et 4 heures du matin, ben, on va bientôt voir arriver Vénus à 5 heures. Ah, ben non. Ah oui, mais là, je suis que le 1er septembre, elle n'est pas encore là. Allons un peu plus loin dans la semaine. Donc, en fin de semaine, voilà ici le 5 septembre, Vénus se lève à 5 heures. Le 6 septembre, elle se lève 7 minutes plus tôt. Et le 7 septembre, elle se lève à 4h49. Donc, de matin en matin, si je vais à 6 heures du matin, on va revenir sur les jours précédents. Regardez qu'est-ce qu'elle gagne chaque jour. Là, c'est le 7 à 6 heures, le 6 à 6 heures, le 5 à 6 heures, le 4, le 3, le 2, le 1er septembre à 6 heures. De toute façon, maintenant, on la voit bien. C'est l'astre le plus brillant après le soleil et la lune. Et donc, au petit matin, ben, nous avons qui se sont levés. Donc, on a vu les Pléiades vers 23 heures, Aldébaran vers minuit, 0h41, les mages d'Orion, Mintaka, Alnilam et Alnitak, toute la constellation qui se lève aux alentours de 3 heures maintenant, et Sirius, donc aux alentours de 5 heures. Voilà le ciel de fin de nuit. Il nous reste à revenir sur les levées de la Lune en première moitié de nuit, donc restons vers l'est, et faisons passer, je vais revenir quelques heures en arrière, on va repartir du 30 au soir, 22 heures, c'est la pleine lune. Donc le 31, la lune se lève, alors évidemment les heures ne sont pas tout à fait exactes là, hein, puisqu'elle est grossie, mais j'aime bien vous la montrer. Bon, remarque, on va supprimer le grossissement de la Lune, comme ça, Stellarium affiche des horaires plus vrais. Et donc, je vais la grossir, comme ça, on verra sa phase quand même. Mais on ne voit pas très bien devant quoi elle est. Donc, le 31, elle se lève à 21h06. Le 1er, j'en ai déjà loupé un. Le 1er septembre, elle se lève à 21h27. Elle prend que 20 minutes de retard, car elle remonte en latitude. Je pose l'écliptique. Là, elle est en latitude sud. Elle est même un peu au plus bas, là. Non, elle est pas... Ah non, elle est déjà... Voyons, je reprends mon document. Elle est à son nœud ascendant dimanche 3. Donc, jusque-là, elle est en dessous. Le plan de l'écliptique. D'accord, on est le 1er à 22 heures et elle se lève à 21h27. Donc, elle est gibbeuse décroissante.
1 heure plus tard, là, pour mieux la voir, vous voyez, elle a remonté déjà par rapport au plan de l'écliptique. Elle se lève à 21h48, donc ça veut dire qu'elle est, elle est de ronde à demi, chaque jour un petit peu moins ronde. Le 3 au soir, elle va se lever à 22h10 et elle va passer à son nœud ascendant, puisqu'elle va traverser l'écliptique. Elle est dans la constellation des Poissons et s'approche de Jupiter, à laquelle elle est conjointe le 4. Donc, je regrossis un peu, elle passe au-dessus de Jupiter. Maintenant, elle est en latitude nord. Elle se lève à 22h35 et on va se mettre la nuit, toujours la nuit du 4 au 5 à 0h maintenant. Voilà. Où est ma lune? Ah ben, 4 au 5, 0h. Elle n'est pas levée. Ah ben si, elle est là-haut. La nuit du 5 au 6, elle se lève à 23h04. Elle est conjointe aux Pléiades. Elle passe juste en dessous des Pléiades. Et donc, c'est la veille du premier quartier. Et la nuit suivante, c'est la nuit du premier quartier. Donc, elle va se lever au milieu de la nuit. Voilà de l'avance, puisque maintenant, elle est en latitude nord. Et elle se lève à 23h40. Et toujours devant la constellation du Taureau. Et donc, c'est le premier quartier. Ben voilà, à cette heure-ci. Dernier quartier, pardon. Alors, on va commenter, parce que alors la Lune, hein, en astronautique, a fait, fait couler, plus que fait couler de l'encre, a connu énormément d'activités ces derniers temps, que je vous répertorie dans les news. Alors là, j'arrête le partage d'écran. Oh non, je vais vous en faire part comme ça. Donc, il s'est passé plein de choses. Donc, le magnifique succès de la mission indienne Chandrayaan, qui ne dure que 15 jours, car c'est une mission très low cost, enfin pas chère, étudiée avec grande intelligence, un parcours avec une fusée beaucoup moins puissante que le lancement de la fusée russe ou des fusées américaines, par exemple, qui l'a entraîné à faire 3 tours de terre pour se lancer avant de partir faire un voyage tranquille vers la Lune. Donc elle était partie le 14 juillet et donc elle a réussi magnifiquement son atterrissage à 800 km du pôle sud lunaire, ce qui fait vraiment de l'Inde, entrer l'Inde dans le cercle fermé des 4 nations qui ont réussi un atterrissage sur la Lune. Et donc, elle fait en 15 jours, elle a plein de choses à faire. Et elle a déjà fait des choses inédites, comme prendre la température jusqu'à 8 centimètres en profondeur dans le régolithe lunaire. Et on se rend compte que le régolithe a une capacité d'isolation incroyable, puisque euh, la température est, est, je crois, oui, elle est négative, fortement négative à l'extérieur, et elle est déjà positive à 8 centimètres en dessous du régolithe. Et d'autre part, il a découvert aussi du soufre. Donc, je vous invite à regarder dans l'article que j'ai bientôt publié tous les détails sur tous les articles que j'ai relevés et qui nous donnent des détails sur cette mission en français. Et puis les comptes Twitter de l'ISRO, la- l'agence spatiale indienne. Bon, du côté des Russes, l'échec de Luna 25, oui, évidemment, c'est un échec, mais enfin, le Kremlin n'abandonne pas la course à la Lune. C'est pas la première fois non plus qu'une mission lunaire crache. Les Indiens, ils avaient raté leur précédente, et ce coup-ci, ils ont réussi leur première. Elon Musk aussi fait beaucoup de ratés, mais finit par y arriver. Donc, les Russes n'abandonnent pas, bien sûr, la course à la Lune, et le Japon entre dedans, puisque le Japon devait faire un lancement le 28 août, mais en reporté à cause de la météo, un lancement d'une fusée qui envoie une mission sur la Lune avec un robot Slim et puis un télescope spatial. Donc, encore une mission japonaise sur la Lune dans très, très peu de temps. Donc, suspense, vont-ils réussir à atterrir ou pas? Pour SpaceX, deuxième mise à feu statique du lanceur Super Heavy Booster 2, 9, après l'échec de
l'essai du mois d'avril. Donc là, ils sont plutôt satisfaits de cet essai statique, cet essai statique. Mais bon, avant de pouvoir redécoller, il va falloir résoudre pour SpaceX les problèmes de procès qui ont été intentés pour endommagement de la nature autour du pas de tir. Et alors, ils ont fait des progrès aussi, beaucoup d'aménagements pour réparer cette lacune. Et puis que ça y est, SpaceX a une concurrente sur le marché des fusées réutilisables. C'est la société américaine d'origine néo-zélandaise Rocket Lab qui vient de réussir un lancement de fusée avec un moteur réutilisé. SpaceX encore avec Crew Dragon a réparé un petit défaut sur sa capsule avant de la renvoyer vers l'ISS. Et donc, un nouveau Crew Dragon vient de véhiculer 4 nouveaux arrivants dans la station spatiale, 4 astronautes, un Américain, un Danois qui va devenir commandant de la station, un Russe et un Japonais. Donc, un bel équipage international, et ça porte à 11 astronautes présents à bord de l'ISS jusqu'au 13 septembre où l'équipage du Crew 6 reviendra, et 27 septembre où l'équipage du Soyuz M23 pourra rentrer. Je crois que ce sont parmi eux, il y a 2 Russes qui sont depuis 1 an dans la station spatiale. J'ai l'impression que tout le monde l'oublie. Voilà, et puis James Webb qui continue à nous livrer de magnifiques images, et donc je les partage un petit peu avec vous. Allons voir ces magnifiques images que j'ai récoltées pour illustrer l'article et partager maintenant avec vous. Donc ça, c'est la galaxie du tourbillon que nous détectons, que nous sommes ravis de détecter au télescope en visuel que Loïc a imagé d'ailleurs cet été. Et bon, évidemment, là, c'est vu par James Webb, alors c'est pas pareil, mais c'est bien sûr une image fantastique, encore jamais vue. La galaxie du tourbillon, c'est une galaxie qui est en interaction avec une autre petite galaxie. Quand on les observe au télescope, on voit les deux. Et donc là, c'est centré sur la galaxie du tourbillon. C'est une splendide galaxie, alors donc imagée par James Webb, évidemment. Donc infrarouge. On voit énormément de choses on plonge dans ses bras spiraux et dans son cœur. Voici une tache solaire imagée par Luigi Morone. Bon, le soleil va vers son maximum, mais en ce moment, c'est un peu plus calme qu'il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà. Il y a des hauts et des bas. En tout cas, vous avez une magnifique photo de tache solaire avec la granulation. Et la partie la plus froide, c'est la partie la plus sombre. Comme cette semaine, les cratères Aristote et Eudoxe seront en valeur sous les rayons du soleil couchant. Je vous ai retrouvé une petite photo qui date du 25 juin. Donc, probablement que c'était le soleil levant, à vérifier. Et donc voilà, Aristote et Eudoxe, localisés avec l'atlas virtuel de la Lune. C'est donc le 6 septembre, la Lune sera à sa libration. Voyons. Maximale en latitude, je crois. Non, oui, c'est ça. Non, en longitude. Donc, elle montre le plus son est. En tout cas, nous verrons les cratères Aristote et Eudoxe qu'on vient de voir sur la photo précédente prise le 25 juin. Et je pense que, sauf si, attendez, Aristote et Eudoxe sont dans le même sens. Donc là-bas, là, sur la photo, c'était un lever de soleil. Saturne du 16 août, toujours par Luigi Morone aussi, qui publie sur la galerie de spaceweather.com. Il fait de belles photos de Saturne. Voilà, on est content d'imager Saturne. C'est une autre photo de James Webb Telescope de la galaxie M66, donc dans le Lion, fait partie du triplet du Lion. Alors évidemment, encore une photo saisissante d'un monde entier, d'un immense monde d'étoiles. Et puis le petit amas ouvert de la chouette qui se trouve dans Cassiopée, voilà, imagé par un amateur, très très joli.
qui méritent d'être localisés, repérés et imagés. Et puis une comète Nishimura, qui pourrait devenir brièvement visible à l'œil nu, à magnitude 2, donc même plus brillante que l'étoile polaire, par exemple, à la quinzaine, vers mi-septembre donc. Une comète qui a été découverte, le 13 août. La photo ici est d'un amateur, très, très perfectionné et date du 15 août où elle avait encore, un éclat très, très menu. Voilà, et donc on va attendre cette comète Nishimura, voilà, ça fait toujours peu, qui est une comète extrasolaire. Il y a tout un article dans enfin, il y a toute la traduction d'un article dans l'article précédent sur le site. Donc c'est une comète extrasolaire qu'on ne reverra pas ou qui vient des tréfonds du nuage de Oort, mais elle a une trajectoire hyperbolique. Eh bien, voici donc les amis, je reviens vers vous. J'espère que l'absence de Yasmina, qui est presque toujours là, n'est pas due à des bêtises avec Zoom, parce que j'ai eu l'impression que la connexion n'était pas comme d'habitude. Je vous remercie tous beaucoup de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, ce sera mercredi encore, mercredi 6 septembre, pour la présentation du bulletin astronomique à 17h. Donc, ce sera pour la 4e phase de la 2e lune d'été nord-hiver-sud, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour vos j'aime, vos commentaires. N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête, hein, comme remarques, questions, précisions, etc. Vos tips me font du bien pour continuer et vos partages. Voilà, un grand merci à tous et à bientôt.